Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, dans ce Parole d'expert, nous sommes aujourd'hui avec Michel Depas, directeur du Trocadéro de Liège. Michel Depas, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de parler de l'histoire du Trocadéro, de votre actualité, de vos perspectives d'avenir, on va vous présenter en quelques mots qui est Michel Depas à côté de sa vie professionnelle. Alors qui est Michel Depas ? C'est un père de famille d'abord, de famille nombreuse je devrais dire, qui a quand même une passion, parce que son métier c'est aussi sa passion. C'est bizarre à dire, mais comme je suis né dans le théâtre, je suis né dans le théâtre que mon grand-père a acquis en 1960, je suis né en 62, donc pour moi c'est pas un travail, c'est une maison. Je suis chez moi au Trocadéro et c'est ça qui fait la différence. Je travaille pas, je m'amuse. Oui, justement, c'est vrai que c'est une véritable histoire de famille, le Trocadéro. Quand est-ce que cette histoire a commencé réellement pour vous, entre vous et le Trocadéro ? Donc dès ma naissance, puisque moi je suis né là-bas, mais sinon au niveau familial, c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque mon grand-père, qui était un auteur à l'époque wallon, a commencé à travailler comme directeur artistique au théâtre du Trocadéro sous un autre propriétaire, un autre directeur. C'était dans les années 27-28. Et donc il y a d'abord travaillé comme auteur, puis il a été engagé comme directeur artistique de cette salle de spectacle. Et au moment où la société qui était propriétaire des lieux a voulu revendre, il s'est porté acquéreur de ce théâtre en 1960. Vous avez encore des souvenirs de votre enfance au Trocadéro ? Oui, bien sûr, je me souviens absolument, je ne dirai pas de tout, je me souviens pas de... Mais je me souviens, oui, de personnes marquantes qui m'ont marqué lorsqu'ils sont passés. Je me souviens aussi d'événements parfois festifs ou d'événements plutôt parfois tragiques. Il y a un petit peu de tout qui se trouve dans ma mémoire, mais oui, il y a beaucoup de souvenirs. Et justement, l'histoire et votre histoire avec le Trocadéro, on en parlera dans les autres parties. Quand on va sur votre site internet, on voit Michel Depas, dit Le Maire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi utiliser deux noms de famille ? Très simplement, Depas et Le Maire, au départ, c'est une association. C'est-à-dire, c'est l'association de mon grand-père, qui s'appelait Lambert Le Maire, et Paul Depas, qui travaillaient ensemble pour écrire des opérettes en wallon, dont une assez célèbre qui était Cyprimibal, qui a été jouée plus de 4000 fois. Eux, travaillant ensemble, se rencontrant, ont fait en sorte que mon papa et ma maman se sont rencontrés. Donc finalement, je suis le croisement de ces deux lignées d'auteurs, de compositeurs et de directeurs de théâtre. Donc ça, c'est la première des choses. Le théâtre étant racheté par Lambert Le Maire, et donc c'est devenu la famille Le Maire qui y a travaillé, suivi par son fils et sa fille qui s'appelaient toujours Le Maire. Et comme je suis le fils de ma mère, mon nom vient de mon père qui était Depas. Mais comme j'ai beaucoup travaillé sur scène et en dehors, tout le monde me connaît sous le nom de Michel Le Maire. Aujourd'hui, quel est votre rôle au Trocadéro ? D'abord, c'est celui de, c'est un grand mot, mais de diriger le théâtre, c'est-à-dire de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde et à tout niveau, de pourvoir en personnel aux différents emplois qui sont nécessaires pour faire tourner cet immense bateau. C'est quand même un porte-avions à faire tourner, mais également c'est celui de faire un choix, parfois de savoir ce qu'on va y donner comme spectacle, de faire aussi un accueil par rapport aux spectacles qui vont vouloir venir s'y produire, mais en même temps, comme c'est aussi avec des productions propres, c'est de mener à bien ses productions propres, et la production du théâtre du Trocadéro, la plus connue, c'est La Revue. Michel Depas, on se retrouve juste après ça pour parler de l'historique du Trocadéro. De retour dans ce Parole d'expert spécial Trocadéro avec Michel Depas, on parle maintenant de l'historique du Trocadéro. Donc il faut savoir que c'est une salle qui a une très très longue histoire. Elle s'est ouverte au 19e siècle. Elle s'est fait appeler notamment la salle de l'Éden Strasbourg, ensuite le théâtre de la Renaissance et puis le Trocadéro. Est-ce que vous pourriez nous raconter les tout débuts de cette salle ? Donc l'origine exacte de la salle n'est pas connue, parce qu'on n'en retrouve nulle part trace, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est un petit peu concomitant au passage de Monnier, donc c'est plus ou moins la même époque. Au départ c'était un café, et puis après on y a donné, des parties chantées, et puis c'est devenu ce qu'on appelait à l'époque un cafeconce, donc les gens allaient là-bas pour boire un verre et pour écouter des chanteurs, des chanteuses et parfois des petits sketchs. Et au fur et à mesure du temps, du développement évidemment de cet endroit, c'est devenu plus réellement une salle de spectacle, et deux incendies sur quelques années ont fait qu'on a pu, en reconstruisant le bâtiment, lui donner la caractéristique actuelle qui est celui d'un théâtre à l'italienne. Il faut savoir que c'est le seul théâtre à l'italienne qui reste en Belgique. Donc il a été classé d'ailleurs pour cela, parce que vous ne trouverez nulle part d'autre un théâtre qui a les mêmes caractéristiques. Donc c'est un théâtre qui a une âme. C'est ce que tous les artistes qui viennent au théâtre nous disent. C'est un théâtre merveilleux parce qu'il y a une âme. Et donc cette âme, elle s'est forgée au fur et à mesure du temps et surtout au fur et à mesure des personnes qui s'y sont produites. Donc depuis maintenant le nombre d'années, le théâtre est connu
de très loin. Cette valeur historique, on la ressent vraiment dans cette salle. Qu'est-ce qui, selon vous, fait tenir la salle au travers des années? Parce qu'elle a survécu, comme vous l'avez dit, à 2 incendies, elle a survécu à 2 guerres. Quel est le secret de la survie du Trocadéro? Je pense que le secret de cette salle de spectacle, et plus particulièrement depuis 1960, c'est justement le caractère familial qu'on veut lui donner. C'est-à-dire que pour moi, il est inconcevable de ne pas faire en sorte que la personne qui vient voir un spectacle soit accueillie dès son entrée au théâtre et qu'elle sache réellement qu'elle est une personne importante pour nous. Vous n'allez pas au cinéma, vous venez au Trocadéro. Et ça ressort réellement de tout ce qu'on peut avoir comme retour en disant que c'est un théâtre familial, chaleureux, agréable, accueillant. On a une façon de travailler qui nous est propre, qui est vraiment tout à fait particulière. Et donc nous avons aussi un foyer dans le théâtre, une cafétéria où on a vraiment une vie intense, puisque je vais dire, énormément de personnes s'y retrouvent pendant l'entracte et après le spectacle, justement pour y rencontrer les acteurs qui viennent faire leur spectacle. Et même ces acteurs-là sont souvent surpris de voir la ferveur qu'il peut y avoir entre le public liégeois qui est extrêmement chaleureux, l'accueil que l'on veut absolument donner à ce théâtre, et aussi c'est leur récompense de savoir qu'ils ont fait un spectacle qui a plu aux personnes. Est-ce qu'on a retrouvé des images ou des écrits des tout premiers spectacles au Trocadéro? Des écrits, écoutez, il y en a relativement peu de choses dans les écrits et dans les anciennes photos. Il y en a, oui. Il y a des choses parfois assez cocasses à voir, parce que je veux dire, on peut remarquer qu'on y faisait des spectacles un petit peu limites à l'époque. J'ai des photos de danseuses qui se produisaient dans les années 30-40. C'est assez remarquable de voir qu'on est maintenant extrêmement pudique. Et donc les revues que l'on pouvait voir, comme à Paris avec Joséphine Baker avec du nu, etc., se faisaient également au Trocadéro. Puis il y a une période où ça a été vraiment quelque part masqué, et maintenant on y revient petit à petit. Comme vous nous l'avez dit précédemment, cet établissement, il est classé. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif qui pose problème pour vous aujourd'hui? Alors, dans le positif, c'est d'abord une reconnaissance d'avoir une qualité d'un bâtiment qui est bien présent. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est vraiment le caractère positif. Le caractère négatif, c'est que c'est extrêmement lourd. Donc, dans les parties classées du théâtre, on ne peut rien y faire. Rien sans l'autorisation du patrimoine. Et donc, parfois, pour actualiser la salle, pour faire les spectacles actuels, c'est parfois très compliqué. Mais voilà, il faut faire avec. Michel Depas, on se retrouve juste après cette pause musicale pour continuer sur l'évolution du Trocadéro. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert avec Michel Depas pour nous parler de l'histoire du Trocadéro de Liège. On parle maintenant de la suite de l'historique de cette salle unique en Belgique. Votre famille, elle intègre l'histoire du Trocadéro en 1960, comme vous nous l'avez expliqué avec votre grand-père, Lambert Lemaire. Comment c'était à l'époque? Écoutez, comme lui était déjà dans la place comme directeur artistique, il y avait 2 solutions. Soit le bâtiment était vendu et il y avait 2 acheteurs potentiels, mon grand-père ou une église évangéliste. Donc c'était pas vraiment la même chose. Donc lui, comme il était à l'époque le créateur du personnage de Titin Bajau, c'était lui qui a inventé ce personnage, et que le personnage fonctionnait vraiment très 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 bien à l'époque, il a pu se permettre d'acheter le bâtiment à une somme qui était pour l'époque plus qu'importante. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on jouait tous les jours. Donc il était aussi en contrat avec la firme Philips qui produisait les disques. Et donc le duo Lambert Lemaire, créateur du personnage et écrivain de sketch, et Titin Bajau, qui était à l'époque une immense vedette, a fait que ce théâtre a pu se développer et continuer à tourner pendant de nombreuses années. Ce n'est que lors de l'arrivée de la télévision qu'il y a eu vraiment un choc et une modification de la mentalité. Donc à l'époque, dans les années 60, il y avait des revues qui étaient notamment produites par votre grand-père et également des spectacles. Donc c'était à l'époque tous des spectacles made in Trocadéro, puisque mon grand-père, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, était un auteur de pièces en wallon. Donc la plupart du temps, on jouait 2 voire à 3 jours une pièce de théâtre la semaine, et ensuite la revue prenait la suite pour la finalité de la semaine, ou parfois même les 2 se côtoyaient sur la même journée. Et il a fait plus fort que ça. Il y a des week-ends où il jouait et dans le foyer en bas et dans la salle principale au-dessus. Donc c'était souvent folklorique et avec beaucoup de monde. Est-ce qu'à l'époque, vous montiez déjà sur scène quand votre grand-père gérait la salle? Je suis monté sur scène uniquement par défi et par le plus grand des hasards. À l'époque, je faisais les éclairages et la sonorisation, et un des comédiens a téléphoné le mardi en disant ben voilà, je dois être hospitalisé pour pneumonie et je ne sais pas faire le week-end, voilà. S'en est suivi évidemment une grosse interrogation au niveau des auteurs de l'époque et de la famille, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qui va-t-on pouvoir y mettre, et c'est là que j'ai dit ben moi je vais le faire.
Et j'avais évidemment entendu toutes les répétitions, j'avais évidemment un petit peu déjà intégré l'ensemble des données correspondantes, et ce qui m'a permis, le week-end faisant, de reprendre le rôle du comédien qui était Albert Bonnen, qui était souffrant, et je l'ai remplacé pour la fin de la revue, et après, je n'ai plus quitté la scène. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 26 ans. Et à ce moment-là, est-ce que votre rôle de gestion de la salle avait déjà commencé avec votre maman ? Mon rôle, à proprement parler, dans le théâtre n'existait pas, sauf par celui de petit boulot. Donc à l'époque, j'ai fait tous les métiers du Trocadéro, sauf Madame Pipi, ça je n'ai pas fait. Mais sinon, j'ai fait machiniste, j'ai fait électricien, j'ai fait la poursuite, j'ai fait tous les métiers, ce qui me permet maintenant de pouvoir dire que je sais de quoi je parle. Et ça me permet de dire aux gens qui viennent de travailler maintenant, non, c'est pas bien fait, ou oui, c'est bien fait, ou je peux mettre à une place ou à l'autre place en fonction de ses compétences. Mais ça m'a permis aussi de ne pas avoir ce trac que tout le monde a, puisque pour moi, c'est naturel. Être au théâtre, c'est naturel. Monter sur une scène, pour moi, ne me pose aucun souci. C'est votre mère, Juliette Lemaire, qui a repris la gestion de la salle après votre grand-père. Comment s'est déroulée cette transition ? Ça a toujours été une transition douce et progressive, puisque donc, ça a été mon grand-père et puis sa fille qui travaillait, et son fils, Jacques Lemaire. Quand mon grand-père est décédé en 1980, quelques temps après, mon oncle Jacques Lemaire a aussi jeté l'éponge pour des raisons personnelles. Et la suite a été d'avoir Juliette Lemaire aux manettes du théâtre avec Georges Spineux. Et c'est une période extrêmement faste du théâtre, puisqu'entre 1980 et l'an 2000, ça a été vraiment une période très très faste pour la revue du Trocadéro. Ça a été une modification intégrale, puisqu'on a quitté Henriette Bruni qui terminait sa carrière. Et là, à cette époque-là, il y avait donc le spectacle de revue dont la qualité principale était les costumes qui étaient créés et réalisés par Juliette Lemaire. Et il y avait aussi un trio, ou plutôt un quatuor d'humoristes qui étaient présents. C'était Georges Spineux, Jean Radoux, Michel Lemaire. Et on avait souvent une personne supplémentaire qui venait s'ajouter, une dame. Ça a permis de développer un type de spectacle qui était très couru à l'époque. Depuis le moment où votre famille a intégré l'histoire du Trocadéro, quelles ont été, selon vous, les plus belles années ? Donc les plus belles années, c'est d'abord les années Henriette Brunu, Titine Badjao, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, qui était connue un peu partout en Wallonie. Il faut savoir qu'à l'époque, non seulement on jouait au théâtre, mais on partait aussi en tournée, c'est assez fou. La fin, évidemment, de cette période avec Henriette Brunu, qui a terminé, qui avait quasi 90 ans, était un petit peu difficile. À l'époque, on a pu compter aussi sur Émile Sulon, qui était un auteur-compositeur qui était très, très, très brillant, et qui nous a permis de faire une modification au niveau tout ce qui était son, tout ce qui était musique. Ensuite, on a eu l'arrivée de Jean Radoux, donc de Georges Spineux, et donc là, on est parti dans un trio d'humoristes qui permettait d'avoir des sketchs qui étaient extrêmement d'actualité, parce que c'est pour nous, au Théâtre du Trocadéro, une chose très importante d'avoir des sketchs liégeois, qui sont d'ailleurs un des éléments phares encore maintenant des revues que l'on peut faire. Donc cette période a été très faste, et puis on a eu un aboutissement en l'an 2000, qui était une revue dans laquelle on avait ajouté Alexis Zierna, qui est une chanteuse évidemment plus que bien connue, et là, ça a été vraiment, je vais dire, la revue la plus brillante et la plus courue que l'on ait fait depuis des années, et on a vu un concept un petit peu fou mais qui était vraiment extraordinaire, c'est qu'on commençait le spectacle en fait comme si on fêtait le nouvel an 1900. Donc en fait on a fait la revue dans l'autre sens, on est parti de 1900 jusque l'an 2000 au lieu de faire l'inverse. Donc on s'était fort bien amusé, c'était une revue qui a été jouée je pense 35 fois. La suite de ce Parole d'expert spécial Trocadéro, c'est juste après ça. Nous sommes de retour pour la 4e partie de ce Parole d'expert avec Michel Depas pour nous parler du Trocadéro de Liège, la Bonbonnière qu'on appelle également. On parlait de l'historique, des belles années du Trocadéro, de l'arrivée de votre famille dans l'histoire de la salle de spectacle. Il faut savoir qu'en janvier 2015, la faillite a été déclarée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement, parce qu'on en a parlé beaucoup dans la presse, quelle a été la situation à ce moment-là ? Écoutez, c'est relativement simple. Comme dans toute histoire familiale, il y a des successions qui se font. Et donc la dernière succession, celle de ma maman en l'occurrence, ne s'est pas très bien passée puisqu'elle avait eu des envies de sauter une génération et de remettre donc l'affaire dans les mains de mon fils, qui lui a donc repris le flambeau. Mais malheureusement, il n'avait peut-être pas la carrure ou l'âge pour le faire et donc ça a amené à une faillite. Et là, j'ai été obligé, suite à cela, de reprendre les rênes du théâtre que j'avais quitté en 2005 pour essayer de sauver les meubles d'un côté et de relancer cette salle de spectacle qui est chère, je pense, à tout le monde. Oui, ça n'a pas dû être des années faciles pour vous d'être un peu
peu mise à l'écart de la salle de spectacle ? Écoutez, c'est un choix qu'elle avait fait, donc je n'ai pas à le dénier, elle l'a fait. Donc moi, je me suis éloigné depuis 2005 du Trocadéro pour justement ne pas interférer avec ce qu'on pouvait y faire. Et donc, suite à cette faillite, j'ai dû reprendre le bâtiment et faire en sorte qu'il fonctionne. Oui, justement, quelles ont été vos motivations pour reprendre la salle ? Alors, mes motivations, d'un côté, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma maison, donc c'était pour moi un petit peu une déchirure un peu difficile. Et puis, je veux dire, ce bâtiment est tellement spécifique, tellement particulier, que je ne vois pas très bien vers quoi il allait aller, ni de quelle manière quelqu'un allait pouvoir le reprendre. Donc, ça aurait été vraiment la fin d'une belle aventure. En 2016, vous avez lancé la revue Renaissance pour justement marquer la reprise du Trocadéro. Vous pourriez nous dire quelques mots sur cette revue particulière ? Donc, dans la malchance de cette faillite et donc de sa reprise de la société pour pouvoir continuer, il y avait justement le 100e anniversaire du Trocadéro. Comme le Trocadéro s'appelait avant Renaissance, c'était le 100e anniversaire. Le nom René sans ce est venu automatiquement pour pouvoir redémarrer une nouvelle revue. Et là, donc, cette revue a été plus que brillante, puisque là, on est parti sur de nouvelles bases, avec de nouvelles équipes. On a fait en sorte de retrouver, quelque part, la qualité de ce qu'on pouvait y voir auparavant. Mais on a essayé aussi de monter largement le niveau, en prenant maintenant appui sur des artistes internationaux. Il faut savoir que pour Renaissance, on avait des artistes qui venaient un petit peu partout. On a eu des Français, on a beaucoup de danseuses qui viennent et qui sont des danseuses qui travaillent au Lido, qui travaillent au Benidorm Palace, qui travaillent un petit peu partout en Europe. On a eu aussi toute une série d'artistes qui venaient de Tchécoslovaquie, on a eu des personnes qui venaient d'Ukraine, donc on a été chercher les personnes qu'il fallait pour permettre de rendre une brillance au spectacle. Et cette revue du 100e anniversaire a été plus que merveilleuse et a frappé, je pense, les esprits, puisque les gens, étaient contents que le Troca continue, puis ils ont découvert peut-être une autre manière de travailler et de ramener, je vais dire, une revue qui soit vraiment digne de ce qu'on peut voir à Paris. Les revues, c'est assez exceptionnel, magique, c'est des spectacles assez conséquents. On peut se poser la question de combien de temps ça prend pour préparer un tel spectacle ? Combien de temps ça prend ? Ça prend plus ou moins entre 6 et 8 mois pour faire ce spectacle. Il faut savoir que la revue du Trocadéro a une spécificité vraiment particulière. Les autres revues que l'on peut voir à Paris ou autres sont des revues extrêmement codifiées et extrêmement précises où il n'y a que du chant et de la danse. Nous, ici, nous avons voulu aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, dans notre revue du Trocadéro, il y a toujours ces chants, ces danses. Il y a aussi les sketchs, puisqu'on continue toujours maintenant à faire des sketchs. On a deux humoristes liégeois qui s'appellent Michel et Xavier, qui sont les liens entre les différentes revues que l'on propose et qui décortiquent l'actualité ou font des sketchs purement sketch. Je veux dire, on choisit un sujet. On avait donc la revue précédente, c'était la revue Ça patine. On a fait un sketch Ça tapine. Mais on a aussi un sketch phare qui revient à chaque fois, qui s'appelle Si c'est dans la Meuse, c'est que c'est vrai. Et donc là, on fait vraiment participer le public puisque on y met tout ce qu'on veut y mettre. Donc souvent de l'actualité politique ou bien internationale que l'on distille avec humour et on fait dire aux gens qui sont dans la salle, si c'est dans la Meuse, c'est que c'est vrai. Et je peux vous dire que les gens maintenant, quand ils voient arriver Xavier Michel avec le journal en main, ils savent vers quoi on va. Donc c'est vraiment pour nous très important. Donc le chant, la danse, la beauté, parce que les filles sont évidemment superbes. Les chanteurs sont d'une qualité, évidemment, on les choisit. Ces numéros donc de sketch, mais aussi on essaie d'y intégrer des numéros internationaux qu'on peut voir par exemple chez Sébastien, donc des numéros de trapèze aérien, des numéros de force, des numéros de quick change, comme on appelle ça, les personnes qui changent rapidement. On essaie d'avoir toujours des choses qui puissent éblouir nos clients. Les gens savent qu'ils vont venir voir une revue, ils savent vers quoi ils vont, mais ils ne savent pas savoir ce qu'ils vont voir. Michel Depin, on se retrouve juste après ça pour parler de l'actualité de votre secteur d'activité. Nous sommes toujours dans ce Parole d'expert spécial Trocadéro avec Michel Depin. On parle maintenant de l'actualité de votre secteur, mais avant cela, je voulais vous demander, actuellement, la gestion du Trocadéro, c'est combien de personnes et quelles sont leurs fonctions ? Alors combien de personnes ? Ça dépend des jours. En fait, il y a un responsable, moi, et il y a une dame qui est, attachée à la billetterie, qui est ma fille. Donc nous sommes, les deux seules personnes qui travaillons quasi à temps plein pour faire la gestion du théâtre. Et ensuite, en fonction des spectacles qui s'y présentent, on peut être entre 2 et 30 personnes. Quand on fait une revue de week-end, on est souvent 30 personnes à y travailler. Là, les gens ne se rendent pas bien compte, mais il y a déjà la plupart du temps entre 17 et 20 personnes sur scène. Danseurs, chanteurs, danseuses, numéros particuliers, les sketchs, donc on est plus ou moins ça. Mais derrière, il y a aussi tout ce qu'il faut pour faire tourner une salle de spectacle. Donc, il faut des machinistes, il faut des éclairagistes, il faut un sonorisateur, il faut une poursuite, il
toutes ces personnes-là travaillent, elles, dans ce cadre-là, de manière ponctuelle. Et lorsque ce sont des spectacles qui viennent de l'extérieur, donc comme Michel Lepp, Michel Drucker, ce genre de spectacle, et là, c'est au cas par cas, en fonction de la demande de la production. Alors, vous avez vu le Trocadéro évoluer au fil des années, également son public. Justement, c'est qui le public du Trocadéro ? Alors, le public du Trocadéro, il n'y a pas un public, il y a des publics en fonction d'abord du type de spectacle que l'on y donne. Si maintenant vous me parlez des spectacles de revue, écoutez, depuis 1960, j'entends toujours dire « Ah, le public du Trocadéro, c'est des vieux ». Ben écoutez, s'ils étaient déjà vieux en 1960, maintenant je ne sais pas quel âge ils ont, mais donc c'est un public qui se renouvelle, mais il est bien certain que c'est souvent soit des enfants qui ont moins de 14-15 ans et qui sont des spectateurs plus que intéressants pour nous, puisque je veux dire c'est notre futur, et puis alors on a vraiment toutes les catégories d'âge et tous les styles en fonction de ce que l'on joue en matinée ou en soirée. Le public n'est pas le même. On sait dire d'une fois à l'autre si c'est des gens qui sont déjà venus ou pas venus. Puis on a des habitués qui viennent et d'année en année on les retrouve. Le public se renouvelle, donc il y a eu vraiment une grosse difficulté puisque la fin des années 2014-2015 a vu vraiment une régression du nombre de spectateurs, mais là je peux vous dire que pour l'instant ça remonte et ça remonte très fort. Vous auriez une anecdote peut-être sur un de vos fidèles du Trocadéro ? Écoutez, j'ai une anecdote qui ne date pas plus loin que ce week-end. On a un couple de spectateurs qui vient quasi voir tous les spectacles que l'on peut produire. Et donc, ils ont l'habitude de prendre toujours les deux mêmes sièges de fauteuil. Toujours. Donc, on sait déjà bien qu'on peut réserver ces deux sièges-là pour eux. Ce week-end-ci, c'était la dernière de la revue Sapatine. Ils sont venus nous apporter à ma fille des bonbons et à moi une bouteille de vin pour nous remercier pour le spectacle qu'ils avaient vu. Enfin, c'est une anecdote qui est charmante puisque ce sont des spectateurs, mais en même temps, ils viennent encore nous remercier pour dire « c'est gentil, vous nous avez fait rêver ». Au niveau de l'actualité de votre secteur d'activité, vous êtes dans ce milieu depuis de nombreuses années. Selon vous, comment se porte le secteur du spectacle, du divertissement aujourd'hui ? Pour l'instant, très mal. Depuis l'année dernière, les attentats qu'il y a eu à Paris, puis particulièrement celui de Nice, on sent vraiment qu'il y a une crainte. Il y a vraiment une grosse crainte et donc pour l'instant le secteur souffre énormément. Je dirais ça va de perte de spectateurs entre... nous sommes encore, privilégiés. Nous, on est dans une perte de plus ou moins 10%, mais certains spectacles vont jusqu'à 50-60% de spectateurs en moins. Et le problème que l'on a, nous, théâtre privé, puisque nous sommes privés, c'est que les théâtres publics subventionnés, pour ne pas avoir de soucis et pour avoir une salle pleine pour leurs comédiens, offrent des places à tout va. Et donc, pour nous, c'est un peu difficile, puisque je vais dire, le spectateur a à se poser la question, est-ce qu'on va au Trocadéro voir le spectacle et on sait qu'on va devoir payer sa place? Ou est-ce qu'on va aller voir une autre pièce de théâtre où on sait que nous serons invités? Donc ça, c'est une première des choses. Maintenant, au niveau de la peur et des personnes, nous, on essaie justement d'aller contre ça et donc de faire en sorte que la convivialité et surtout la sécurité qui va avec fasse que les clients se sentent rassurés et puissent venir nous voir. Donc nous avons de toute façon, nous, un système d'accueil qui fait que les gens sont bien entourés et qu'on a un maximum de sécurité à ce niveau-là, mais on sent vraiment bien qu'il y a un malaise pour le moment. On espère que c'est une passe. Maintenant, la question est de savoir, il va falloir faire une rectification par rapport aux manières de travailler, par rapport aux manières de voir le futur. Mais je pense qu'un grand fautif dans cette peur et dans ce retour sur soi, c'est je pense que les médias jouent un rôle très, très embêtant. Encore il n'y a pas longtemps, l'histoire de l'alerte rouge sur Liège, que tout ne devait plus bouger et qu'on ne savait pas circuler. Nous avons eu des personnes qui ont décommandé leur ticket alors qu'il n'y avait pas un flocon de neige sur Liège et qu'on pouvait très bien y arriver. Nous, nos comédiens, nos artistes viennent de France. Ils étaient présents, ils jouaient. Et les gens qui viennent parfois 10 km plus loin ne viennent pas. Donc c'est parfois aussi un petit peu aux médias de balayer un peu devant leur porte et d'arrêter de faire peur à tout le monde quand c'est pas l'occasion. Le principe de précaution est bien gentil, mais il ne faut pas exagérer non plus. Michel Depin, on se retrouve juste après ça pour la toute dernière partie de ce Parole d'Expert spécial Trocadéro. Nous sommes de retour déjà pour la dernière partie de ce Parole d'Expert spécial Trocadéro. Michel Depin, on va parler maintenant de votre actualité à court terme. Il y a une toute nouvelle revue qui va commencer, Troc à la folie. Pourriez-vous nous la présenter ? Dans la foulée de ce que nous avions fait l'année dernière, Renaissance, on a décidé de représenter cette année 3 revues sur la saison. Donc nous avons eu Troc-Classe, puis Sapatine, qui s'est fait sur pâte à glace. Et donc maintenant nous arrivons à Troc à la folie. C'est une revue qui se fait avec la même équipe que celle qui a fait Renaissance l'année dernière. Donc nous avons une revue, la première revue était plus américaine, la deuxième sur pâte un petit peu plus dans le style de Lead on Ice. Et là donc on revient vraiment dans la revue type
Trocadéro avec plumes, strass, paillettes. Et donc là, c'est vraiment la revue comme on peut, nous, je vais dire, la décliner comme on avait fait dans Renaissance. Je peux vous dire que ça va vraiment être très chouette et quand même d'une façon un peu plus moderne cette fois-ci. C'est un petit peu difficile déjà de vous dévoiler évidemment tout ce qu'on va y faire. Je peux vous dire que nous allons avoir un numéro aérien d'une grande beauté. La fille que nous avons engagée est magnifique, superbe et elle fait des choses incroyables. Nous aurons toujours un chanteur qui va venir, qui est un chanteur liégeois et qui va s'essayer à la revue. Il n'a jamais fait ce type de spectacle, mais là, on va l'incorporer, il va savoir ce que c'est. Les filles, comme je vous avais dit, donc là, nous avons été les chercher. Ce sont de nouveau des professionnels qui nous viennent soit du Paradis Latin, soit du Lido, soit du Moulin Rouge, soit encore du Benidorm Palace ou bien de Kervillers. Il y aura toujours aussi, donc Michel et Xavier. Et là, on est en train d'écrire les sketchs, ou du moins les peaufiner pour la première qui se donnera la semaine prochaine. Et je peux vous dire qu'on s'est déjà fort bien amusé à les écrire. Donc on s'amusera bien à les jouer. Troc à la folie, ce sera donc à partir du 4 février jusqu'au 1er mai. Récemment, vous avez présenté la revue Ça patine, dont on a parlé beaucoup, puisque c'était une revue sur patins à glace. On sent ici que vous avez toujours autant de passion pour la création de ces revues. Écoutez, Ça patine, c'était plus qu'un pari, c'était vraiment une folie. C'est vraiment une folie, puisque quand on en a parlé avec l'ancien patineur de Lido Nice, il m'a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une revue sur patins ?» Je vous dirais bien franchement que j'y ai réfléchi plus qu'une fois, en me disant « Oui, mais comment, quoi ?» Donc on en a beaucoup discuté pour finalement arriver à faire cette revue sur patins. Et donc ça a été aussi un défi technique, puisqu'il faut savoir qu'une salle de spectacle est penchée vers l'avant pour que les spectateurs n'aient pas de souci de vision. Donc la première des choses qu'on a dû faire, c'est installer cette fameuse patinoire en redressant la scène. Et donc j'ai commencé à faire ouf quand j'ai vu les premiers patineurs tourner dessus. On a fait un spectacle qui était vraiment merveilleux. Ceux qui ne l'ont pas vu, ils en verront un large extrait, je pense plus ou moins 1h15, sur RTC. C'est le 2 ou le 3 février prochain. Mais donc ce sera une autre revue. Donc ça, c'est la revue qui vient de se terminer. Et donc nous, ce sera le prémisse à Troc à la folie qui commencera le 4 février pour 16 représentations. Au niveau du plus moyen ou long terme, est-ce que vous avez des projets particuliers pour le Trocadéro ? Alors le projet, d'abord, c'est de continuer la revue, d'arriver à tenir et faire en sorte que la revue redémarre. Il faut savoir que pour l'instant, financièrement, c'est difficile puisqu'il faut tout remettre à neuf, il faut tout remettre à niveau. On a tout remplacé cet été, on a tout changé. Donc toute la sonorisation est nouvelle, tous les éclairages sont nouveaux. Et donc il faut arriver maintenant à réfléchir avec la conjoncture actuelle, de savoir de quelle manière on va continuer une revue, 2 revues, 3 revues, combien de temps, quel jour. Tout ça, ce sont toutes des questions qu'on se pose, mais on va y arriver. Ici, vu que le Trocadéro est centenaire, je ne vais pas vous demander où vous aimeriez voir le Trocadéro dans 100 ans, mais plutôt dans 10 ans. Qu'est-ce que vous imaginez pour le Trocadéro ? Mais personnellement, mon rêve ou bien mon but, c'est de faire en sorte que le Trocadéro redevienne ou devienne un centre de référence pour la revue, ce qu'elle est déjà plus ou moins, mais pour l'instant, je m'attelle à ce que le spectacle soit connu. En dehors de Liège, il est déjà dans la partie francophone de la région wallonne, mais j'aimerais bien que les gens sachent qu'il existe sur Liège un spectacle de revue de haut niveau. Et là, pour l'instant, on commence à avoir des gens qui viennent d'Allemagne, qui commencent à venir de Maastricht, des pays flamands. Donc pour moi, c'est ça le but maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on se rende compte que, comme il peut y avoir dans différents endroits, il y a des centres de référence où les gens viennent voir un spectacle de revue. Ils savent donc qu'ils vont voir un spectacle de qualité et un spectacle que l'on ne voit pas partout, et c'est à ça que j'œuvre pour le moment. Et donc on invite également tous nos auditeurs à venir découvrir cette salle de spectacle unique. Michel Depas, c'est ma toute dernière question, elle est très particulière pour terminer Parole d'expert. Si vous étiez Premier ministre, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Alors, la culture, pour moi, a 2 niveaux. La culture est absolument essentielle pour le développement de toute personne. Maintenant, il faut savoir comment on peut amener les gens à la culture. Et ce n'est certainement pas en aidant la télévision. Le spectacle vivant permet aux personnes de se rencontrer, de voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, peut-être d'y découvrir des façons de faire ou des façons de penser qui ne sont pas les mêmes et stéréotypées. C'est aussi une façon d'émancipation pour les femmes, bizarrement, puisque je vais dire, on en parle aussi beaucoup. Je pense que si j'étais Premier ministre, il faudrait faire en sorte que tout citoyen qui paye des contributions ait droit à un accès de la culture, mais la culture que lui voudrait voir.
Donc il est parfois un petit peu, pour moi, difficile de voir des sommes considérables englouties dans des productions qui viennent de l'étranger, alors qu'ici, en Belgique, il y a moyen de faire des choses et on a des talents, on a des personnes qui sont capables de faire de très belles choses, mais pour arriver à vivre, ils doivent partir à l'étranger et ça, c'est vraiment dommage. C'est la fin de ce Parole d'expert spécial Trocadéro. Michel Depas, je vous remercie pour cette interview. Mais avec plaisir. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.